Bonsoir à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver pour cette période printanière des rencontres des savoir-faire. Et au nom de Hervé Lemoine, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle manufacture nationale, Gobelin-Sèvres. Et nous sommes particulièrement heureux, je ne sais pas si ça marche très bien, nous sommes particulièrement heureux de vous retrouver pour se mettre les papilles en fête, si je puis dire, autour de la gastronomie, des arts de la table, avec deux intervenants très importants, très intéressants, et qui vont, j'espère, vous ravir et vous préparer à la grande messe du soir, qui est le dîner. Je laisse la parole tout de suite à Pierre Saner, et vous connaissez la formule. On se pose des questions après et on se retrouve. Merci et très bonne soirée à tous. Merci beaucoup Marc pour cette belle introduction. Les rencontres des savoir-faire, donc vous le savez, donnent un rendez-vous juste avant effectivement de passer aux agapes et comme une sorte de mise en bouche. Et là ce soir j'ai le plaisir, et nous avons le plaisir d'accueillir deux non seulement gastronomes, mais également auteurs, critiques à ma droite, historiens à ma gauche. Je ferai les présentations plus en détail à la suite. Laurent Bill qui prendra la suite de Jean-Claude Ribaud. Et je commence par Jean-Claude. Jean-Claude Ribaud, que peut-être certains d'entre vous ont eu le plaisir de lire pendant près d'un quart de siècle dans le journal Le Monde, puisqu'il a été chroniqueur gastronomique, critique gastronomique. Mais pour mieux le présenter, si vous m'y autorisez, je vais citer mon président par loyauté évidemment et aussi par complicité, mon président Jean-Robert Pitt, qui a écrit à propos de Jean-Claude Ribaud, c'est dire si ça va le mettre mal à l'aise, mais malgré tout c'est la meilleure façon que j'ai trouvé de le présenter. Il dit ainsi, Jean-Robert Pitt, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, et président de la mission que je dirige, dit: Jean-Claude Ribaud est gourmand de naissance. Cela se devine aisément à la lecture de cet épais dictionnaire dans lequel il est si plaisant et salivant de baguenauder. C'est donc aussi cet ouvrage que nous allons éplucher ensemble ce soir. Il a tenu pendant un quart de siècle la chronique gastronomique du Monde, d'abord en alternance, puis en succédant à Robert Courtine, dit l'Araignière. On en dira un mot peut-être. Auparavant, il s'était fait les dents dans un milieu où l'on sait vivre et qu'il connaît bien, puisqu'il en fait partie, celui des architectes, diplômés par le gouvernement des architectes des PLG. Il déclare à son ancien journal, le 22 novembre 2024, ouvrez les guillemets, « C'est l'architecture qui m'a ouvert la porte au journalisme culinaire, puisque, connaissant mon penchant pour le bien manger, on m'a confié la critique gastronomique d'un magazine lugubre et très lu dans le secteur, le Moniteur des travaux publics et du bâtiment. Pendant 15 ans, j'ai livré un article par semaine pour recommander de bonnes adresses où l'on pouvait manger bien et beaucoup aux entrepreneurs, géomètres, notaires et architectes. Quand même, ça forme. Merci beaucoup Jean-Claude d'être parmi nous ce soir. Je pense que et on le connaît aussi comme auteur d'un magnifique pamphlet sur le bibendum rouge, sur le petit guide Michelin. On pourra dire un mot sur aussi des promenades que j'encourage à lire dans Paris. Et ce soir, nous avons le plaisir de l'accueillir, et je précise que les conférences seront suivies d'une dédicace avec la complicité d'une libraire du quartier, qui est la libraire des oiseaux rares, qui va venir avec les ouvrages et de Laurent Bill et de Jean-Claude Ribaud. Donc ce soir, on va discuter, converser, si vous êtes d'accord, autour de la gastronomie, et du dictionnaire gourmand, du bien boire et du bien manger aux éditions du Rocher, et écrit, commis par Jean-Claude Ribaud. Jean-Claude est aussi un membre fondateur de la mission française du patrimoine et culture alimentaire. Et donc c'est aussi à ce titre-là que je vais commencer à donner la parole et démarrer ce voyage en gastronomie française. Merci Pierre pour ces mots sympathiques et élogieux. Je n'en attendais pas moins. Mais nous sommes là pour essayer de décrypter un peu cette histoire de gastronomie. Qu'est-ce que c'est finalement ? Le thème, se restaurer un patrimoine si français. Oui, bon. Mais ce titre est un peu ambigu dans la mesure où il invite à explorer
la place centrale de la restauration dans la culture française. C'est ça, je crois, qui est véritablement en jeu, en mettant en avant l'histoire, les savoir-faire et les traditions qui font de la gastronomie un élément de l'identité nationale. Alors, quelques points essentiels. Définition et origine du mot gastronomie, la plupart d'entre vous le connaissent, mais je le rappelle quand même brièvement. Ça vient du grec, gaster, ventre, et nomos, la loi, la règle, ce qui signifie littéralement les règles du ventre. Il apparaît en français au début du XIXe siècle avec la publication du poème Gastronomie de Joseph Berchoux en 1801, où il désigne l'art du bien manger. C'est la première fois que systématiquement ce mot est employé. Il avait été plus ou moins évoqué précédemment, mais là, ça devient une référence que s'approprient Grimaud de la Reynière et Brillat-Savarin à la suite. Alors, pour la définition grand public aujourd'hui de la gastronomie, c'est l'art de préparer, de déguster et d'apprécier des plats élaborés avec soin, en mettant en valeur les produits, les techniques et les traditions culinaires. Bon, elle ne se limite pas à la haute cuisine, ça c'est un point sur lequel il faut absolument insister, mais englobe aussi la convivialité et la transmission des savoirs. Alors, y a-t-il un marqueur particulier de la gastronomie française, ou bien est-elle une notion transposable dans d'autres pays ? Bon, clairement, Antonin Carême et Auguste Escoffier, qui sont deux figures majeures de la cuisine française, ont structuré la gastronomie en mettant l'accent sur les sauces, considérées comme l'élément de signature de la cuisine hexagonale. Escoffier a codifié les 5 sauces mères, béchamel, veloutée, espagnole, hollandaise et tomate, tandis que Carême parlait de la sauce comme la gloire de la cuisine française. Alors, vous me direz, mais on a abandonné les sauces assez largement au moment de la nouvelle cuisine, ou du moins on en a réduit l'art de les confectionner à des bouillons et des jus, etc. Bon, il est certain qu'on est revenu, je crois, aujourd'hui à une conception un peu plus traditionnelle des sauces, même si certains, on le verra tout à l'heure à propos de Yannick Aleno, ont entrepris de moderniser ces fabrications et ces conceptions. Alors, ceci dit, la gastronomie française ne se limite pas, évidemment, à la sauce. Les éléments fondamentaux, il y en a 3 ou 4. Le respect du produit et du terroir sont des banalités, mais l'importance de la cuisson maîtrisée. L'association mets et vin, qui fait partie au niveau du repas, on verra pourquoi tout à l'heure. Et l'équilibre entre raffinement et simplicité. Alors, donc, la sauce est un marqueur historique, mais la gastronomie française repose sur un ensemble de pratiques et de savoir-faire qui les dépassent largement. Alors, l'UNESCO, Pierre évoquait tout à l'heure l'inscription du repas gastronomique des Français sur au patrimoine immatériel de l'humanité en 1910. Ça a été l'occasion... Comment ? 2010. 2010. Ça a été l'occasion pour cette institution de définir un ensemble autour du repas qui constitue une espèce de rituel. Le choix et la diversité des mets, l'accord mets et vin, l'art de la table et la convivialité, la transmission des savoir-faire culinaires de génération en génération. Donc c'est une reconnaissance qui n'est pas du tout quelque chose de théorique ou d'intellectuel ou d'abstrait, mais véritablement une reconnaissance qui met en lumière un art de vivre unique, favorise la protection des savoir-faire et renforce l'attractivité de la France d'ailleurs en tant que destination gastronomique. La gastronomie est-elle pour autant une culture partagée ? Longtemps associée à la haute cuisine et aux grands restaurants, la gastronomie n'est pas réservée à une élite. Du moins, on peut le souhaiter. La cuisine bourgeoise, qui se situe entre la cuisine populaire et la haute cuisine, a joué un rôle majeur dans la démocratisation dès le XIXe siècle. Alors aujourd'hui, la gastronomie, on peut dire, s'exprime sous de multiples formes, et je pense que mon confrère qui interviendra tout à l'heure nous le dira aussi à propos des bistrots ou de la bistronomie. Il peut y avoir des bistrots gastronomiques. Non. Bon, alors on en débattra. Dans les restaurants étoilés,
c'est le lieu traditionnel, mais aussi dans la bistronomie, dans la cuisine des terroirs, avec des produits du marché et des recettes traditionnelles. Dans l'innovation culinaire, avec des chefs mettant en avant les ingrédients simples de manière raffinée. Donc voilà, la gastronomie concerne tous ceux, en fait, et nous en sommes tous, sans doute, nous en faisons partie, tous ceux qui prennent plaisir à bien manger. On peut s'en tenir à cela. Alors, d'autres nations peuvent évidemment revendiquer une cuisine gastronomique. Il y a quelques débats qui sont souvent un peu nauséeux, qui contestent à d'autres la capacité de développer ou de se référer aux mêmes critères, mais à l'évidence, l'Italie, avec ses produits d'exception, la truffe, le parmesan et l'huile d'olive, la cuisine régionale et le respect des traditions. L'Espagne, encore que, elle a parfois quelques dérives qui se sont manifestées il y a une quinzaine d'années. Le Japon, une cuisine raffinée, la cuisine kaiseki, le respect des saisons, des techniques précises, les sushis, les tempura. La Chine, diversité régionale, les cuisines de Sichuan, cantonaise et pékinoise. Puis la finesse des préparations de la cuisine chinoise qui est exemplaire. Parlons de la Thaïlande aussi, avec un équilibre des saveurs et une cuisine un peu plus épicée. Le Mexique, enfin, qui a aussi été reconnu par l'UNESCO pour la diversité des ingrédients et des techniques. Bon, première conclusion, la gastronomie est une notion universelle. Chaque pays l'exprime selon ses traditions et son rapport à la cuisine. Je crois qu'on peut s'en tenir. Alors, quelques anecdotes pour rendre ça un petit peu plus amusant, j'espère. L'origine du mot restaurant, qui date du XVIIIe siècle, et qui reste pour beaucoup un mystère, parce que c'est un mot qui n'est pas traduit dans d'autres langues véritablement. Il est utilisé, restaurant en anglais, etc. Au milieu du XVIIIe siècle, c'est un certain boulanger qui est traiteur à Paris qui ouvre un établissement proposant des bouillons revigorants qu'il appelle restaurant, du latin restaurare, se restaurer, se remettre d'aplomb. Et il affiche sur sa devanture « Venez à moi, vous dont l'estomac crie famine, et je vous restaurerai ». Donc le bouillon restaurant est devenu le restaurant. Une espèce de métonymie, etc. Alors ce concept se popularise et donnera naissance au restaurant moderne. L'un des premiers, c'est Diderot qui écrit à Sophie Voland que dans ces restaurants, on y est bien, mais chèrement traité. Donc il était déjà un peu suspicieux. Napoléon et la cuisine des soldats. Napoléon considérait l'alimentation comme un élément essentiel de la victoire. Il aurait déclaré « Un soldat marche mieux quand il a l'estomac plein ». Et pour autant, je crois me souvenir qu'ici a été donnée une exposition qui rendait hommage à Napoléon et notamment au bivouac. Ah oui. Et Napoléon était plutôt connu lui-même comme étant quelqu'un qui mangeait peu et très vite. Oui, c'est ça. Il consacrait peu de temps, et notamment dans son bivouac, on voyait l'installation qui était disposée pour préparer à manger, qui était très, très, très sommaire. Mais... Ah ben, le grand spécialiste de Napoléon, Jean Tullard, a dû te confirmer, moi aussi, que Napoléon n'était pas véritablement un gastronome, même s'il a laissé se développer pendant son règne des initiatives et une gastronomie qui est florissante. Alors, d'ailleurs, à propos de Napoléon, Dunant, il crée son cuisinier, le poulet maringot, etc., a créé des relations simples, des rations simples mais très nourrissantes. À cette époque furent popularisées des conserves alimentaires pour nourrir les troupes au long des longues distances. Quelques citations de chefs célèbres. Antonin Carême, le roi des chefs et le chef des rois. Bon, une citation, la bonne cuisine est la base du véritable bonheur. Bon, je vous laisse le soin de commenter, d'apprécier. Escoffier, lui, la cuisine évolue comme l'art et la mode. Ça, c'est plus intéressant parce que chaque époque a tendance à considérer que la gastronomie du passé est souvent un peu oubliée ou sujette à caution, etc., et que tout se glorifie dans la modernité.
admettre que la cuisine évolue, pour un personnage aussi important qu'Escoffier, c'est prendre une position tout à fait sérieuse. D'autant plus que son intervention pendant une vingtaine d'années en France et en Europe a été tout à fait considérable. C'est lui qui a organisé, au Ritz notamment, et la brigade de cuisine comme une véritable institution tout à fait nouvelle. Il y a une entrée Escoffier, j'imagine. Comment ? Il y a une entrée Escoffier dans le dictionnaire. Oui, bien sûr, sur les sauces. Sur les sauces, ben oui. Sur les sauces. Parce que c'est vrai que c'était aussi un philanthrope, notre cher Escoffier. Bien sûr, bien sûr. Alors, il a été honoré par tous les grands gastronomes de ses contemporains, Proust, etc. Mais c'est un personnage marquant parce que son organisation de la brigade en cuisine reste, de la vie des chefs, toujours d'actualité. C'est toujours une pratique. Alors Bocuse, lui, ambassadeur de la nouvelle cuisine, du moins se prétendait-il, a une phrase qui est souvent reprise: il n'y a pas de bonne cuisine si au départ elle n'est pas faite par l'amitié pour celui ou celle à qui elle est destinée. Bon, c'est un espèce de discours empathique, mais qui est un peu de circonstance. Alors son plat signature, on s'en souvient peut-être pour ceux qui suivaient la question de près, c'est la soupe aux truffes VGE qui a été créée par Bocuse pour le président Giscard d'Estaing en 1975, ce qui lui a valu une Légion d'honneur. Alors il a reconnu après, parce qu'il était quand même assez honnête et amical à l'égard de la famille Eberlin, il dit que cette soupe VGE lui aurait été largement inspirée par Eberlin, qui faisait traditionnellement en Alsace un bouillon de truffes qui était surmonté aussi d'une croûte, mais qui était faite différemment. Enfin bon, donc il y a eu création collective sans doute autour de cette fameuse soupe. Si tu m'y autorises, pardon, je t'entrecoupe comme ça, juste pour l'entrée Escoffier, là, mais pour dire combien ce livre est une source et une mine de référence. C'est un petit passage sur tout ce que l'on connaît, tout chacun sait, mais peut-être qu'il est bon de le lire et de le rappeler sur la pêche melba. Et pour se rendre compte que finalement, une pêche melba, c'est peut-être pas si évident que cela à voir. Et donc, je vous livre ça en page 352 du dictionnaire gourmand. En 1887, Monaco connut des troubles étranges, dont une épidémie de choléra, comme dans Mort à Venise. C'est alors que César Ritz et Escoffier c'est alors que César Ritz, entrepreneur et hôtelier suisse, construit en plein cœur de Londres la ville la plus riche du monde, l'hôtel Savoy. Pour les cuisines, il fait appel à Escoffier. C'est au Savoy qu'en 1894, il inventa la recette de la pêche melba en l'honneur d'une chanteuse australienne, Helen Mitchell, appelée Melba, qui était parvenue à se hisser jusqu'à la scène du Covent Garden. Elle y chantait dans, là je ne suis pas sûr de l'accent, Lohengrin, en compagnie d'un cygne. La recette est donc composée de demi-pêche pochée dans un sirop de vanille, le tout posé sur une glace à la vanille, surmonté d'une purée de fraises avec un signe de glace pour piédestal. Ouvrez les guillemets. L'un des moments essentiels du rêve que je propose est la lecture du menu. La cliente idéale le détaille en faisant des effets de face à main, nous dit Escoffier. Et il invente donc cette fameuse pêche melba. Et je trouve que cet éclairage, parce que des fois on se demande s'il faut effectivement quelle est la part de légende, quelle est la part de réalité. Et en définitive, il faut toujours imprimer la légende. Et là, la réalité la rejoint. Donc c'est une très belle entrée sur Auguste Escoffier et la pêche melba. N'est-il pas ? Je vais poursuivre par quelques évocations de 3 ou 4 grandes adresses réputées à Paris et qui ont été porteuses de cette légende de la haute gastronomie française. La Tour d'Argent, Maxim's,
le Doyen et le Grand Véfour. Quelques mots sur chacun de ces établissements. J'aurais aimé vous présenter quelques photos, mais la technique n'a pas suivi. Bon, la Tour d'Argent, c'est l'un des plus anciens restaurants de Paris, fondé, dit-on, en 1582 sous Henri III. Il est célèbre pour son canard au sang, ça tout le monde le sait. En réalité, c'est à partir de la fin du XIXe siècle, lorsque ce restaurant est repris par un certain Delair, qui va créer cette recette de canard au sang, qui est servie avec un numéro unique depuis la fin du XIXe siècle. Donc, alors, parmi les clients illustres, historiquement, dit-on, Henri IV, Richelieu et encore Roosevelt seraient venus à la Tour d'Argent. Bon, sa vue panoramique sur Notre-Dame et son caveau comptent plus de 300 000 bouteilles. C'est une adresse mythique de la haute gastronomie. Élément qui est assez peu connu, mais c'est bizarre et un peu étonnant. La Tour d'Argent fut prise d'assaut le 14 juillet 1789 par les émeutiers de retour de la Bastille, qui confondent le blason du restaurant au-dessus de la porte avec des armoiries princières. Bon, on ne sait pas s'ils ont vidé la cave ou ce qui s'est passé véritablement. Il faudrait consulter les archives de la maison. Alors Maxime. Attends, juste sur la Tour d'Argent, je peux parce que là aussi, moi j'ai le dictionnaire, j'ai la Bible, donc je la lis. Non, mais surtout, je voudrais peut-être que tu nous dises, à l'entrée Tour d'Argent, il y a entre parenthèses, je maintiendrai. Oui. Alors ça, c'est la formule de Claude Terrail. Non, de Claude Terrail, le père de l'actuel. Avec le micro. Pardon, c'est la formule que le père de l'actuel propriétaire, alors qu'il était, bon, je ne serai pas très précis sur la date à laquelle lui a été indiqué ce conseil. Je crois que c'était peu avant sa disparition, donc dans les années 85-86. Et son père donc lui avait dit il faut que tu t'en tiennes à cette formule et que tu fasses évoluer, recréer à chaque fois, mais maintenir la tradition. C'est ce qui se produit actuellement, on peut dire, avec le jeune Terrail. Oui, il n'a pas une quarantaine d'années maintenant, mais c'est tout, il lui dit précisément, il faut, c'est maintenir, c'est poursuivre l'œuvre, maintenir, c'est-à-dire la renouveler indéfiniment. Voilà, c'est exactement ce que tu dis, c'est comme pour le patrimoine immatériel, au fond, il s'agit bien de recréer en permanence, et c'est pour ça que notre combat de reconnaissance de la gastronomie n'était pas la mettre sous cloche, mais justement la maintenir dans ce sens-là, peut-être, de recréation permanente. Alors, c'est-à-dire que dans la bouche de Terrail, c'était à la fois intéressant et important, mais dans la réalité, depuis le 19e siècle, la recette du canard au sang n'avait pas beaucoup évolué, et elle était un petit peu, de mon point de vue, un peu indigeste, soyons clairs. C'était un fond, pas éternel, mais enfin bon, un fond de canard avec l'usage de la presse à canard pour le folklore, parce que la réalité, c'est un canard qui était pré-cuit, qui n'était pas sorti à la minute, mais qui était, car je crois qu'il y avait 40 canards par jour qui partaient dans ce restaurant, donc c'était une manière de mise en place, comme on dit en cuisine, et qui rendait nécessaire des pratiques un peu traditionnelles et pas aussi exigeantes qu'on aurait pu l'espérer. Alors Maxime, lui, est fondé en 1893, un peu à la même époque que Delair à la Tour d'Argent. Mais c'est un garçon de café qui achète un bistrot et puis qui crée une espèce de décor Belle Époque au début. Enfin, au tout début, non, c'est un café, mais ses successeurs, et surtout lorsque Eugène Cornuchet attire l'élite mondaine de l'époque, Proust, Mistinguett, Sacha Guitry, etc.
Dès avant 1914, le succès est assuré par les grands-ducs de Russie qui viennent faire la bombe et mener grand train à Paris. Maxims, à cette époque, accueillait indifféremment la grande et la petite vertu. C'est aussi un élément qui est souvent lié à la gastronomie dans ces temps-là. On rencontre dans cet endroit d'abord les cocottes, puis les grandes cocottes. Alors, elles ont des noms tout à fait extraordinaires. Donc, la littérature a conservé Liane de Pougy, la belle Otero, Émilienne d'Alençon, Odette de Brémonval, Irma de Montigny, qui défraie la chronique. Alors, un auteur un peu caustique, Henri Calais, pose la question. Où la particule allait-elle se nicher, questionne-t-il. Comment pourrait-on dire noblesse de robe? Ben non, puisqu'elle les enlève très souvent. Noblesse de chemise? Même pas. Je vous signale, son bouquin s'appelle Le Croquant, indiscret, aux éditions Grasset. Alors après ça, ce sont les Lyonnes, puis les top modèles, etc. Bon, le guide Michelin délivre 3 étoiles en 1953 pour oublier les années noires de l'occupation. Les stars, Jeanne Moreau, La Calas, Onassis, arrivent vers 23h et veillent jusqu'à 4h du matin. On y voit Dali et Jean Cocteau escortés de son antinoïs plébéien, Jean Marais, puis la fête se déplace inexorablement. Les années 1980, Pierre Cardin rachète l'établissement et le transforme en un temple de luxe. Aujourd'hui, après la mort de Cardin il y a 2 ou 3 ans, c'est une société parisienne, Paris Society, qui a repris le Maxims. Mais ça reste un décor absolument prodigieux avec des éléments de la belle époque tout à fait extraordinaires. Le Grand Véfour, quelques mots. C'est 17 rue de Beaujolais, et non pas du Beaujolais, au Palais Royal, dans le 1er arrondissement. Ouvert en 1784, il devient rapidement le rendez-vous du tout Paris politique et intellectuel. Napoléon et Joséphine y ont dîné, tout comme Victor Hugo, le soir de la première d'Hernani. Et puis, après des années de fermeture au début du XXe siècle, c'est Raymond Oliver qui relance l'établissement dans les années 1940. C'est alors la cantine de Colette. Et Cocteau. Et Cocteau, bien sûr, qui était voisin de l'établissement au Palais Royal. Depuis 1991, c'est Guy Martin qui a repris l'établissement, qui a conservé 2 étoiles pendant quelques temps, et puis, depuis quelques années, a modifié la formule, et c'est devenu un restaurant plus banal, disons, et toujours aussi merveilleux, parce que le décor n'a pas bougé, évidemment. Alors, le doyen a été établi en 1792, semble-t-il, parce que les bâtiments d'origine ne sont pas connus véritablement. La photo n'existait pas à l'époque et je ne crois pas qu'il y ait de représentation picturale des bâtiments. La forme qu'on lui connaît aujourd'hui date plutôt de 1840. Mais c'est un lieu où, dans les carrés, ce qu'on appelle les carrés des Champs-Élysées, donc de l'autre côté du Petit Palais, cet établissement est fréquenté par Monet, par Zola ou encore par Flaubert au cours du XIXe siècle. Au XXe siècle, il obtient 3 étoiles avec Christian Lesquer et depuis 2014, Yannick Aleno, qui a 3 étoiles Michelin également, il développe une cuisine innovante et technique centrée plutôt sur des extractions de fruits et pour obtenir des saveurs par des techniques de cryogénisation. Alors, sa grande spécialité, c'est une cuisine gastronomique moderniste, avec des sauces modernes, etc. Voilà. Bon, je fais à peu près le tour de ces 4 établissements. Et je vais vous livrer peut-être 2 ou 3 choses un peu amusantes pour terminer. Nous sommes dans les temps à peu près. Oui, dans les temps, 2, 3. Alors, tout d'abord,
On va revenir sur quelques personnages que j'ai cités tout à l'heure, un peu en vrac, mais bon, je crois que si la gastronomie est une culture, on peut admettre d'y entrer un peu par tous les bouts. Le grand auteur, selon Jean-Robert Pitt et beaucoup d'autres, de la gastronomie au XIXe siècle, c'est Brillat-Savarin, qui est un contemporain de Grimaud de la Reynière, au moins, oui, en partie, et de Flaubert également, de Stendhal également, qui lui n'était pas un grand gastronome. Mais alors, sa littérature, qu'on peut aborder de manière avec prudence, la physiologie du goût, en fait, est aussi quelque chose d'extrêmement drôle. Par moment, je vous donne un petit extrait de ces variétés qu'il appelle miscellanées, c'est-à-dire une espèce de mélange. On va voir de quel mélange il s'agit. Un amphitryon de la chaussée d'Antin avait fait servir sur sa table un saucisson d'Arles de taille héroïque. « Acceptez-en une tranche, dit-il à sa voisine. Voilà un meuble qui, je l'espère, annonce une bonne maison. » « Il est vraiment très gros, dit la dame en lorgnant d'un air malin. C'est dommage que ça ne ressemble à rien. » Je vous laisse apprécier l'humour du personnage. Alors lui, Alphonse Allais, il ne s'embarrasse pas de détails devant un tableau uniformément rouge, un monochrome rouge. Il le sous-titre « Récolte de la tomate par des cardinaux apoplectiques au bord de la mer Rouge ». On est un peu loin de la gastronomie, mais on est dans un humour qui est là. Alors, Alphonse Karr, personnage un peu oublié, mais plume extrêmement vivante et drôle, 1808-1890, à propos d'un plat qu'il ne prisait guère, avait coutume de dire « ça serait très mauvais si on pouvait en manger ». D'ailleurs, de lui-même, Alphonse Karr, le travail est la plaie des classes qui boivent. Et de lui encore, la botanique, c'est l'art de sécher les plantes entre des feuilles de papier buvard et de les injurier en latin. Alors, non pas par rapport à une actualité qui serait d'un parfait mauvais goût, mais je voudrais évoquer la gastronomie en temps de guerre. Car c'est un sujet qui est un peu mal connu, ou du moins uniquement par des spécialistes et de façon universitaire sérieuse d'ailleurs, mais qui n'a pas été très vulgarisé. La Semaine de Paris recense en 1941 37 bénéficiaires d'un passe-droit exonérant toutes les restrictions imposées par le gouvernement de Vichy au restaurant, parmi lesquels le Carlton, Drouan-Gaillon, la Coupole, la Pérouse, où Jean Luchaire et Georges Prade accueillaient intellectuels et collaborateurs. Maxims est protégé par l'Autrichien Otto Horcher, a reçu la visite du maréchal Göring. Au Cocardi et au Fouquet se retrouvait le monde du cinéma, ainsi qu'à la Tour d'Argent, où depuis la fin du XIXe siècle on dégustait le canard au sang. Revenons un instant d'ailleurs sur ce canard au sang que j'évoquais tout à l'heure à propos de la Tour d'Argent. Chaque pièce servie à table était numérotée et une contre-marque remise au client dont le nom était consigné dans un registre. À la veille de la guerre, en 1938, le canard numéro 147 844 fut dégusté par le duc de Windsor. Le palmipède dévolu 10 ans plus tard à la princesse Élisabeth porte le matricule 185 397, car entre-temps, les archives se sont fait discrètes. M'a-t-on dit, mais j'ai vu les registres en question dans les années 90. Alors, connaîtra-t-on un jour les bénéficiaires des 37 553 canards inconnus de la Tour d'Argent pendant les années d'occupation? J'en doute. Ceci dit, à cette époque, la haute noce battait son plein aussi dans les cabarets et les salles de music-hall, une centaine à Paris, et dans les bordels de luxe, une quarantaine
On estime à 50 000 cols mensuels le nombre de bouteilles de champagne consommées à Paris ces années-là. Alors, Galtier-Boissière, qui est un mémorialiste et fondateur du Crapouillot, relève dans un de ses ouvrages dont la lecture est édifiante et parfois réjouissante, il relève un mot de Radio Paris qui paraphrasait Paul Reynaud à l'annonce du débarquement de Normandie le 6 juin 1944. La route du beurre est coupée. 2 mois plus tard, le 20 août, dernier repas frugal du maréchal Pétain chez Alexandre Dumaine à Saulieu, où il est conduit sous escorte allemande, en route pour Sigmaringen. Je vous livre le menu: potage aux légumes du pays, omelette soufflée aux champignons, croquettes de pommes de terre, salade paysanne, fromage à la crème, fruits de verger. Bon, voilà quelques mots que je voulais vous dire. Et je pourrais encore citer beaucoup d'autres, mais... Non, mais celle-ci, cette chute, si je puis dire, est quand même la chute aussi d'une époque, souhaitons-le. Chute d'une époque, oui, bah oui, non, mais bon. Mais je sais que c'est un sujet sur lequel tu travailles, continues de travailler, et qu'il reste beaucoup de choses à écrire, à publier, à enquêter sur cette époque sombre de la collaboration. La grande difficulté pour ce travail que j'ai engagé il y a une dizaine d'années, mais j'ai un peu mis en pause parce que c'est assez compliqué, et d'autre part, je ne suis pas historien, ce qui est un handicap majeur pour accéder, classer, etc., et posséder Bon, pour l'instant, j'ai trouvé un titre pour cet ouvrage. Je vous le livre parce que, à la limite, ça ne peut pas faire partie du domaine public. Votre table est occupée. Alors, merci. Échange de bons procédés, puisque je suis historien, mais je vais m'aventurer sur les terres littéraires. Monsieur Ribot a cité le nom d'un écrivain qui est passé, comme il passe souvent des noms d'écrivains, et je voudrais qu'on s'y arrête un peu. C'est Henri Calais, C-A-L-E-T. Henri Calais, c'est un des plus grands écrivains du XXe siècle. Alors vraiment, si vous avez la possibilité, il est réédité, il est disponible. Nous avons fait des ouvrages extrêmement brillants, mais franchement, lisez plutôt Henri Calais. Lisez Henri Calais, c'est merveilleux. Henri Calais était l'un des écrivains préférés de Michel Audiard. Michel Audiard, qui était secrétaire, on l'a oublié tout au départ, d'un monsieur qui s'appelait Robert Courtine, qui a été donc critique gastronomique au Monde. Mais on parlait de la collaboration et je ne suis pas sûr qu'il y ait tout à fait un rapport. Ou si, peut-être. Merci Laurent. On pourrait en parler. C'était une transition, en fait. Courtine a été, malheureusement, c'est un très grand nom de la chronique gastronomique, mais ça a été un collaborateur, malheureusement, extrêmement virulent. Le micro. C'est une transition toute trouvée. Voilà, en tout cas, merci beaucoup Jean-Claude. Peut-être juste quelques questions. On va enchaîner. Moi, j'aurais juste, pour pas forcément terminer avec cette sombre époque de l'histoire de France et la collaboration, dire qu'aussi il y a une entrée sur mai 68 qui est tout à fait réjouissante. Pendant 68, les restaurants ne fermaient pas, à commencer par l'IP qui ne ferme jamais. L'IP ne ferme jamais. Il y a toujours chez l'IP, vous pouvez être sûr de trouver le cervelas rémoulade, quelques plats tout à fait... Le céleri rémoulade n'a pas de saison, écris-tu. Comment ? Oui, le céleri rémoulade n'a pas de saison. Il n'a pas de saison, oui, tout à fait. Bon, c'est un bistrot où, selon que l'on est connu ou inconnu, on aura de bonnes places ou de moins bonnes. François Mitterrand était généralement sur la droite, bizarrement, pour une fois. Ça dépend si on rentre ou si on sort. Oui, en entrant. À moins qu'il soit d'entrée à reculons, mais c'est pas vraiment... Bon, il était sur la droite. Et puis sinon, si on était inconnu, on allait à l'étage, n'est-ce pas ? C'était un rituel bien connu. Enfin bon, mais... on va demander si... Il y a comme ça des fréquentations curieuses. Un tout petit peu avant, au Flore, 2 personnes avaient coutume de s'asseoir
non loin l'un de l'autre. L'un s'appelait Léon Blum et l'autre Charles Maurras. Il paraît qu'ils se parlaient peu. Oui, oui, oui. Ils ont été proches fut un temps, mais c'était avant. Ben, Maurras était sourd comme un pot, il faut dire. Donc c'est peut-être aussi une des raisons. Est-ce que vous avez des questions? Parce que sinon, ils ne vont pas arrêter, hein, j'ai l'impression. Une petite question. Vous avez un micro, s'il vous plaît. Bonjour. Bon, bah, merci beaucoup déjà pour ce petit rappel concernant la gastronomie. Par contre, alors je m'appelle Michel Steuer et je m'occupe de la revue de presse des bistrots et cafés de France et des maîtres restaurateurs. Et je fais quelques reportages avec les chefs, les toqués, qui sont en train de mettre en place des écoles justement pour, en dehors de Thierry Marx, de faire ça. Par contre, ce que je voulais savoir, c'est à quel moment vous voyez les grands chefs dans les hôtels, c'est-à-dire les hôtels qui sont maintenant... Les grands chefs vont dans les grands hôtels, comme Georges V, comme, enfin, disons, tous les grands, le Plaza Athénée. Donc, à quel moment vous les voyez, ces chefs, prendre disons, le pouvoir de leur cuisine, en gros, de leur brigade? À la fois arriver et partir. On peut, sur une trentaine d'années, faire mais les débuts, enfin les débuts, c'est autour de la nouvelle cuisine. Hein. C'est à peu près à ce moment-là où les palaces jusque-là, qui d'ailleurs étaient honnis par l'activité gastronomique, en particulier Courtine, qui ne supportait pas ces lieux cosmopolites, etc. Bon, pour des raisons qu'on imagine. Mais la nouvelle cuisine, dans le fond, donne une espèce de... crée une nouveauté que les palaces regardent de près, les gens commencent à sortir, enfin bon. Et quelques chefs sont invités à venir. Alors le premier, il faudrait que je creuse un peu ma mémoire, mais je pense que c'est au Maurice Marchand, je crois, qui a précédé, bien sûr, Aleno, sans doute dans les années 70, enfin début 70, mais c'est à ce moment-là que les palaces commencent à s'y intéresser, développent complètement le système. Ça prend une importance considérable. Il n'y a plus à Paris de 3 étoiles que pratiquement dans les palaces. Les chefs, les rares chefs qui sont étoilés ou qui ont 3 étoiles sont assez peu nombreux. C'est Michel Rostand, Savoie, Le Tournier ne l'aura jamais, mais et aujourd'hui, on assiste à quoi? C'est-à-dire un repli des palaces par rapport à la cuisine de ces cuisiniers, en particulier le départ du Ducasse du Plaza apparaît comme une sanction en quelque sorte à l'égard de cette cuisine. Donc il y a des mouvements de balancier comme ça. Bon, moi je ne porte pas de jugement là-dessus, mais on le constate assez sensiblement. Parfait, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant que l'on enchaîne sur l'histoire populaire des bistrots? Oui, une question ici de madame. Oui, bonjour, merci beaucoup pour votre témoignage. Je voudrais juste savoir, là, on a beaucoup parlé des restaurants, après des hôtels, et ce qui est traiteur. On en est où sur la gastronomie de traiteur? Est-ce que ça se renouvelle? On a Stéphanie Lequelec qui sort des hôtels et qui développe aussi du traiteur. Dalloyau qui s'est fait racheter par le nôtre, etc. Voilà, je voulais avoir aussi votre point de vue sur la gastronomie au-delà du restaurant. Oui, alors c'est un point que j'ai... Et demain, comment vous voyez aussi la gastronomie demain? Alors c'est un point que j'ai évoqué assez longuement dans ce dictionnaire, en citant justement les traiteurs et leurs différents regroupements avec quelques figures fondatrices, en particulier Gaston Lenôtre, qui a été réellement un provincial, en quelque sorte, venu de Normandie et qui a créé un nom extrêmement célèbre, grâce notamment à la municipalité parisienne, car il n'y avait pas un cocktail à Paris qui était fait en dehors de le nôtre, mais bon, son affaire a été vendue, il est mort, je ne sais plus en quelle année, il y a assez longtemps maintenant, mais bon, le système des traiteurs n'est pas
totalement différent de l'univers gastronomique, parce que dès le 19e siècle, début du 19e siècle, il y a plusieurs traiteurs à Paris, en particulier Chevet, qui est à l'origine de Potel et Chabot, qui ont été tout au long du XIXe siècle le grand traiteur, et qui, au moment où, sous la Troisième République, on organisait des banquets des maires chaque année à Paris, aux Tuileries, était capable de nourrir 20 000 personnes, 20 000 maires venus de France entière, et de les faire manger en 2h30 avec 2200, je crois, 2200 serveurs et des brigades, enfin une armée véritablement au service de la restauration. Donc cet univers des traiteurs a existé, et puis s'est développé alors, autour des expositions universelles, en particulier 1867, 1900, mais surtout 1867, je crois, où Hédiard, 78. Fauchon, au moins, et puis oui, Hédiard et Fauchon tenaient le haut du pavé à ce moment-là. Donc, ce sont des... Alors aujourd'hui, le monde comment dirais-je, des traiteurs est un peu regroupé, à la fois regroupé, éclaté. Je n'en ai pas une vision, moi, extrêmement cohérente actuellement. C'est un peu étrange. Voilà. Bon. On tâchera de développer dans une prochaine rencontre des savoir-faire, voir si les savoir-faire des traiteurs et les arts décoratifs de la table peuvent avoir une place dans notre cycle de rencontres. Je vais passer la parole maintenant à Laurent Bill, qui, si Laurent vous m'y autorisez, m'avait mis en garde. Mais d'abord, nous allons changer pour pouvoir avoir accès au l'ordinateur. Donc une brève introduction, une brève présentation de Laurent Bill. Vous êtes professeur de lettres. Non, je suis maître de Mais agrégé, oui. Mais on dit professeur de lettres agrégé, non? Non, bah, je suis agrégé aussi. Mais agrégé aussi, mais d'histoire. Ah oui, d'histoire. Et maître de conf à la Sorbonne. Ouais. À Paris combien, donc, cette fois-ci? Paris 1. Vous avez enseigné dans un lycée de Seine-Saint-Denis. Oh oui. Ça, c'est voilà, 19 ans, 20 ans. Enfin, 19 ans pour le lycée et 20 ans à Seine-Saint-Denis. Et parallèlement, vous soutenez toujours la thèse sur les images satiriques? Alors non, je l'ai soutenue, mais je dois la publier. Voilà, donc, en cours de publication, une thèse sur les images satiriques dans la presse illustrée parisienne de la fin du 19e au début du 20e siècle. Sous direction de Christophe Charles, de lui-même. Vous êtes aussi l'auteur d'une anthologie des écrits politiques de Michel Zévaco en 2011 et co-auteur avec Ariane Bovillard d'une monographie sur la Première Guerre mondiale vue à travers la télévision. Tout ça, c'est juste. Ah oui, oui. Vous avez enseigné à Cagnes et Hippocagne. Oui aussi, oui. Voilà. Et aujourd'hui, vous êtes, et c'est la raison principale de votre venue et que nous réjouissons de mieux connaître et mieux découvrir, ce très fourni volume de références sur l'histoire populaire des bistrots. Longue histoire qui, si j'ai bien compris, une fois on s'était parlé, vous m'avez dit que vous repreniez ainsi le fil d'une histoire familiale. Mon père était l'avocat des débits de boissons et avait commencé une histoire populaire, enfin une histoire normale des bistrots. Il a entamé une course avec le cancer et il a réussi à publier un livre et puis le cancer l'a emporté juste après. Donc j'ai repris le flambeau 25 ans plus tard. Vous maintiendrez? J'ai une demi-heure? Vous avez une demi-heure, c'est parti. On est parti. Le micro est à vous. Oui, je précise qu'une demi-heure, c'était notre pacte, parce que vous êtes aussi invité au Festival des Mets et des Mots au mois de mai à Villers-Cotterêts. Et là, vous m'avez dit que vous pourriez tenir 2 jours facilement. Oui, d'ailleurs, je vais tenir 2 jours. Donc, une demi-heure, hein, on est parti. Le 12 juillet 1789, un jeune avocat, âgé de 29 ans, Camille Desmoulins, militant avec Danton au Club des Cordeliers, traverse le Palais Royal. Il vient d'apprendre que Necker, contrôleur général des finances du roi, vient d'être renvoyé. Necker avait la faveur du peuple, car dans le contexte de la guerre d'Amérique qui était fort coûteuse, il se refusait d'augmenter les impôts.
Non, mais bon. Et préférait réguler, baisser les dépenses et réformer l'administration financière parce que l'État dépensait trop. Au détriment, donc, des privilégiés. Desmoulins monte sur une chaise avec un pistolet dans chaque main à la terrasse du Café de Foix. Vous les sentez frémir, là? Ah ouais, là, ils sont... Non, parce que je suis quand même un historien de la Sorbonne, quoi. Donc, vous croyez pas, là, vous avez parlé de Jean Tullard tout à l'heure, c'était mon professeur de maîtrise. Jean-Robert Pitt était à ce moment-là recteur de la Sorbonne. Il faut quand même que je garde la tenue de la maison à laquelle j'appartiens. Desmoulins monte sur une chaise avec un pistolet dans chaque main à la terrasse du Café de Foix et se lance, enfin la terrasse, dans le Palais Royal, devant le Café de Foix, et se lance dans un discours pour exhorter le peuple, et d'ailleurs, je vous le mets, pour exhorter le peuple à prendre les armes. Il ne nous reste qu'une ressource, c'est de courir aux armes et de prendre les cocardes pour nous faire reconnaître. C'est le début d'un épisode qui se conclura par la prise de la Bastille. Ça, c'est la grande histoire, avec un grand G et un grand H. En tant que tel, en théorie, vous avez dû voir ça à l'école, je ne vous apprends rien, mais l'histoire populaire, qu'est-ce que c'est? En fait, une histoire populaire. L'histoire populaire, c'est le mauvais élève, le cancre, qui lève le doigt et qui pose la question au professeur, « Monsieur, qu'est-ce qu'elles faisaient là, les tables? On est dans le Palais Royal. Pourquoi il y a des tables ?» Alors, l'historien a ceci de très sympa, qu'il a toujours réponse à tout. Alors, évidemment, le prof d'histoire répond, c'était la terrasse du Café de Foix, bien sûr. Et il était là devant les consommateurs. Eh oui, mais vous comprenez, les archives, c'est difficile. Regardez, le Café de Foix, il était au premier étage. Les premières terrasses ont été inventées chez Tortoni en 1828. Il n'y a pas de terrasse. Alors, d'où venaient les tables? Et là, on a un problème. Parce que le Palais Royal, à l'époque, est une espèce d'énorme kermesse invraisemblable, très moderne, très neuve, dans lequel il y a des quantités d'échoppes de partout, etc. Ça a été complètement refait par le frère du roi, a fermé, et évidemment, on y joue, il y a beaucoup de boutiques, etc., etc., etc. Et les cafés qui sont là, il y en a beaucoup. Les cafés n'ont absolument pas le droit de descendre dans le jardin, mettre des tables. Pas un instant, pas un instant. Non, les cafés sont au premier étage, ce sont des lieux fermés, des lieux très huppés, dans lesquels on partage une bonne société, etc. Bref, sauf le Café de Foix. Car le Café de Foix est tenu par un propriétaire dont la femme est une des plus jolies femmes de Paris, certains disent de France, certains disent d'Europe. C'est la belle limonadière. Et le patron du Café de Foix a été voir le lieutenant général de police avec sa femme. Il a laissé la belle limonadière un petit peu converser avec le responsable de l'ordre public à Paris et au Palais Royal. Et au terme d'une certaine heure, ou peut-être 2 heures, ou peut-être 3 heures de discussion dont nous ne tairons un peu la nature, à porte fermée, le responsable, le propriétaire du Café de Foix, a obtenu le droit d'avoir des tables dans le Palais Royal et d'y servir des glaces. Voilà. Donc, évidemment, il demande des chaises, mais ça lui est refusé. Alors, il dit, je peux ramener ma femme. Non. Non, non, non. Alors, voilà, je suis désolé, hein, c'est très pré-MeToo, hein, mais c'est une autre époque. Donc, voilà la raison pour laquelle il y a des tables, ce qui ne nous dit pas pourquoi il y a des chaises. Car il y a des chaises. Et les chaises posent également un problème. En fait, vous savez tous que la Bastille est assurée par les gardes suisses, qui sont la garde de la Bastille, est assurée par les gardes suisses, qui sont en fait les gardes étrangers qui sont préposés à garantir la sécurité du roi. Et il se trouve que les gardes suisses
se sont fait offrir le privilège de vendre des liquides alcoolisés au Palais Royal. Et non seulement ils font commerce de vin, mais en plus, ils louent des chaises pour boire assis. Donc les chaises. Et il fait chaud. Il fait même très chaud. Et les gardes suisses ont coutume, pas ceux qui sont de garde à la Bastille ou à Versailles, mais ceux qui sont au Palais Royal, là, c'est vraiment le repos, on va dire, hein, c'est la bonne planque. Et ils ont coutume d'abuser un petit peu de leurs propres produits. Donc, en fait, ils dorment dans la guérite, à l'entrée du Palais Royal. Ils ne surveillent pas beaucoup. Et c'est là, donc, que notre Camille Desmoulins commence sa geste qui se terminera à la Bastille. Donc, évidemment, c'est là que... Parmi les gens qui lisent des gazettes, parmi les gens qui s'intéressent à la politique, ils viennent écouter Camille Desmoulins. La rumeur enfle à travers Paris, s'introduit dans le faubourg Saint-Antoine, s'introduit dans le faubourg Saint-Jacques. La rumeur va de cabaret en cabaret jusqu'à ce que le peuple de Paris prenne les armes parce qu'on est persuadé qu'il y a une rumeur que le marquis de Bouillé va arriver pour mettre la foule au pas. Donc il faut s'armer. On va d'abord à l'Arsenal, on prend les fusils, et pour faire marcher les fusils, il faut de la poudre. Et de la poudre, il y en a à la Bastille. Et là encore, je ne vais pas vous faire la prise de la Bastille. Bon. Après avoir pris la Bastille, on ignore souvent que le peuple de Paris a foncé aux barrières d'octroi pour mettre les tonneaux en Perse et boire plus qu'il ne fallait. Alors pourquoi? D'abord parce qu'il fait chaud, encore une fois. Il fait chaud, on est en plein été, et l'eau est extrêmement de mauvaise aloi, on va dire. Tout le monde n'a pas la chance de pouvoir boire de la bière, qui est fabriquée donc à même les brasseries. L'eau, la plupart du temps, les puits sont à sec et l'eau est de très mauvaise qualité. Donc on boit du vin, et du vin, il n'en reste quasiment plus. Enfin, il n'en reste plus parce que la récolte de 88 est très mauvaise, évidemment. Donc le vin qui pourrait arriver viendrait en fait des barrières d'octroi qui ont encore des réserves, mais le vin a du mal à rentrer à Paris parce que le mur qui mure Paris rend Paris murmurant, et donc le peuple de Paris se jette sur les barrières d'octroi, d'autant plus que, là encore, il y a un petit quelque chose que l'on ignore, c'est le trafic du vin. Le trafic du vin est en soi un véritable roman au XVIIe et XVIIIe siècle. Tenez, connaissez-vous ce cabaretier Nicolas Lescuyer, qui demeure à Châlons? Au cours d'une perquisition, les commis découvrent dans sa chambre, entre le lit de plume et la paillasse d'un lit qui estoie dans la dite bouteille, dans la dite chambre, une bouteille ou flacon de la contenance de 3 demi-setiers de liqueur qui leur parut être du vin. L'intéressé, on découvre du vin chez lui. Il n'a pas le droit d'en avoir, puisque évidemment il est marchand de vin, donc tout son vin doit être déclaré. L'intéressé rétorque que son tonneau venait d'être mis en Perse et que ce liquide n'était là que pour l'usage de sa femme, qui pouvait en avoir besoin d'en boire à cause de sa grossesse. Bon, encore plus fort, ce rapport d'Étis de Corniche. Je vous ai mis le plan de la barrière d'octroi. Et pendant tout le XVIIIe siècle, et en particulier en 1788, vous avez donc ce mur qui sépare Paris juste des Guinguettes au-delà du mur d'octroi, où l'on boit du vin nettement moins cher, bien sûr, puisqu'il n'a pas à payer l'impôt. Et c'est là que l'on va danser le dimanche. Bien. Eh bien, en 1788, chose que l'on ignore toujours, la lieutenance générale de police cherche à mettre la main sur un trafic de vin qui dure depuis des années, sans y arriver, et ils y arrivent. Le rapport d'Étis de Corny, procureur du roi, dénonce en juillet 1788 un souterrain élaboré entre les Guinguettes, donc hors du mur d'octroi, qui passe dessous pour rentrer à Paris, et donc l'ingéniosité, il se lamente sur l'ingéniosité des passeurs qui ont imaginé de percer le terrain de la rue et de faire une ouverture souterraine de plusieurs pieds de diamètre dans laquelle ils introduisent un tuyau de fer blanc ou de taffetas gommé par lequel ils font couler les boissons déposées dans une maison exempte de droit d'entrée dans celle qui y était sujette. On a déjà découvert
près de 80 tuyaux. Et les mecs soufflent, comme les Shadocks qui pompent, et ça envoie du vin, et ça envoie du vin, et ça envoie du vin. Alors, on coupe le système d'alimentation, Paris se lamente, eh bien, le souterrain découvert, la rue surveillée, il reste encore la voie aérienne. À la petite Pologne, donc en dehors de Paris, juste au-delà du mur, un cabaretier nommé Darbon dresse un échafaudage dans le jardin de son cabaret, d'où il envoie et réceptionne par voie de petits ballons chargés d'environ 5 pintes chacun, jusqu'à 20 ou 30 pièces par nuit. La soûlographie aérostatique au défi de la sobriété contrainte par la répression fiscale, voici quand même une version alternative au Paris des Lumières qu'on ne vous a pas appris dans les manuels scolaires. Ça passe par le ballon, et alors les gens du guet essayent de dégommer les ballons à coups d'arquebuse. Quand même assez étonnant, vous voyez. Donc, en fait, ça nous montre bien déjà un certain nombre de logiques. La rumeur, la subversion, le trafic, le vin trafiqué, je dirais l'arrière-plan du Paris révolutionnaire, la joie, la peur, tout ça, c'est déjà une histoire populaire des bistrots. Mais continuons. Le cabaret, comme le dit Pascal Horry, le bistrot, c'est le lieu où la parole a la parole. C'est vraiment une formule tout à fait remarquable que mon préfacier, donc l'académicien Pascal Horry, a trouvée et que je reprends à mon compte. C'est tout à fait génial. C'est effectivement le lieu où l'on discute. On discute de tout, de rien. On discute de tas de bêtises. On discute, on dit des énormités. Mais au moins, on est responsable de ses propres énormités. C'est-à-dire qu'on n'est pas derrière un écran en train d'écrire des saloperies anonymes. Quand on dit quelque chose de dégueulasse, parce que ça peut arriver d'entendre effectivement des choses dégueulasses dans les cafés, au moins, on est responsable de ses propres paroles et il y a quelqu'un qui peut vous contredire, voire apporter plus que de la contradiction. Et là, on est véritablement dans le cœur même de la parole politique, la parole de la cité, les discussions de la cité. Oui, ce sont des propos de Café du Commerce, mais oui, c'est aussi l'opinion publique horizontale qui se manifeste, qui discute, qui confronte, vulgairement ou pas, ça dépend des cafés, et avec une partie, je dirais, de catharsis, qui permet justement de vider la colère. Bien. Il est d'ailleurs assez curieux qu'on n'ait pas noté il y a 3 ou 4 ans que le fait que les gens se soient regroupés à l'air libre sur des ronds-points coïncide avec la disparition progressive des cafés. C'est assez étonnant quand même. Donc, continuons. Le café, c'est un lieu de passage et d'échange. Alors au départ, seule la bourgeoisie recevait chez elle, et donc lorsque on devait payer un coup à quelqu'un ou lorsqu'on devait dîner avec quelqu'un, eh bien, on allait au café. Il faut bien comprendre que le Paris des Misérables, le Paris de Victor Hugo, il n'est pas question de faire la cuisine à la maison. Vous voyez la description des logements ouvriers, il n'y a pas de cuisine. Il y a parfois une cheminée, très rarement. Mais comment faire la cuisine dans des galetas ouvriers? C'est pas possible. Donc, vous dormez chez vous. Et quand vous ne dormez plus chez vous, quand vous avez une vie sociale, la vie sociale, elle est dans la rue, quand il fait chaud, l'été, ou alors elle est au café. Donc, vous voyez qu'en fait, il y a toute une sociabilité qui, de façon parfaitement naturelle, vit dans ces lieux publics qui sont dévolus à cet effet, et ce depuis le Moyen-Âge, et en particulier au moment de la Révolution industrielle. C'est un lieu également de divertissement, un lieu de plaisir, avec ses excès. L'ivresse, la violence, le sexe, la prostitution. Et en tant que tel, c'est un lieu de fantasme, c'est un lieu de mythe. Parmi ces mythes, l'étymologie du mot bistrot, qui remonterait à 1814. Vous savez, les Russes, bistrot, bistrot. Alors on voit d'ailleurs pas tellement pourquoi les Russes auraient demandé à boire à Montmartre.
Je ne sais pas si parmi vous, il y a déjà des gens qui ont goûté le vin de Montmartre, mais les Russes allaient boire au Palais Royal, dans les grands restaurants de l'époque, dans lesquels il y avait le meilleur vin. Généralement, quand on occupe, on ne va pas picoler dans les hauteurs, là où il y a de la piquette. Donc, évidemment, ce mythe bistrot-bistrot relève du parfait n'importe quoi. En fait, le terme bistrot est ignoré de la littérature jusqu'en 1884. La première fois qu'on le trouve, c'est sous la plume d'un abbé, alors c'est paradoxal, l'abbé Georges Moreau, dans ses souvenirs de la petite et la grande Roquette. La frangine travaille dans le faubourg et mange chez le bistrot, c'est-à-dire le bistroquet. Au départ, le bistrot, c'est le propriétaire du lieu, celui qui est derrière le comptoir et qui tient le bistrot. Alors, derrière un lieu où l'on chante et où l'on danse, alors à chaque fois qu'il y a une slide, qu'il y a une vue, qu'il y a une image que je vous montre, c'est à peu près un chapitre du livre. Bon. Donc, en gros, vous apercevez que quand on fait l'histoire des bistrots, en fait, c'est un éventail de la vie quotidienne des Français qui est quasiment sans limite, parce que tout se passe au bistrot. Comme disait Willy, faire une histoire populaire de la France reviendrait à faire une histoire des bistrots. C'est un petit peu, en fait, le but que j'ai poursuivi, c'est-à-dire une histoire par en bas d'un lieu où les choses se passent dans la quotidienneté, tout en essayant de faire ressurgir un certain nombre d'anecdotes, de passages saillants ou de grands noms qui peuvent éventuellement, eux aussi, passer par les bistrots et laisser un certain nombre de souvenirs au carrefour de la petite et de la grande histoire. Donc, un lieu où l'on joue, évidemment un lieu immortalisé par les artistes aussi, puisque là, vous voyez Van Gogh. Van Gogh, c'est plutôt ici. De l'autre côté, ça serait Cézanne. Et en dessous, c'est ni Van Gogh ni Cézanne. C'est un flipper. Je dis ça pour les plus jeunes d'entre vous, c'est-à-dire, en fait, madame, qui, déjà, Camille Desmoulins, je ne suis pas persuadé que le discours du Palais Royal, ça vous ait dit grand-chose, parce que c'est plus dans les programmes. Le flipper était ce qu'on appelait un billard américain. On en trouvait dans les musées des machins qui faisaient du bruit, et avec une boule d'acier, etc., etc. Pour nous, évidemment, mais pour la jeune génération, c'est quelque chose qui doit paraître un petit peu incongru, et ça fait déjà partie d'une sorte d'archéologie matérielle qui nous prouve que nous avons déjà vécu un certain temps et que nous sommes les témoins de temps révolus que les plus jeunes ne peuvent pas connaître. Petit Oui. intermède très très bref, il y a dans le quartier au moins 2 lieux qui proposent boissons et flippers. Oui, on est à Paris, hein. Je veux dire, pas très loin de la libraire qui nous fait la gentillesse d'être là, dans le bistrot Le Monaco, qui est aussi maintenant un restaurant. Il y a un flipper. Il y a aussi d'époque. il y a aussi une guillotine au musée Carnavalet. Bon, je veux dire, mais on joue au flipper. Ah bon, oui, je ne poursuivrai pas la métaphore. Un lieu normatif, un lieu d'habitude, un lieu d'habitué, parce que, évidemment, le café est un lieu d'habitude. Et vous voyez cet ouvrier qui est là et qui regarde par la vitrine dans ce dessin de Jean-Louis Forain et qui dit « Merde, ma table est prise ». Et moi, le matin, quand j'arrive au café Le Châtelet à Orléans, et quand, par hasard, je suis un peu en retard et que ma table est prise, vous avez les autres consommateurs qui me font un signe, vous avez vu, votre table est prise. Je dis, c'est pas grave, mais ils me le disent. Ils me le disent. Et puis éventuellement, le patron arrive et dit, vous voulez que je demande? Non, ça va. Mais vous voyez, c'est ma table. Et n'importe qui a des habitudes au café sait qu'on va à un endroit. Et alors, quand on a vraiment ces habitudes longtemps, on peut changer d'endroit. Voilà. Dans le café La Tour d'Auvergne, qui était au coin de la rue de la Tour d'Auvergne et la rue des Martyrs, j'ai fait en lycéen, puis étudiant, puis jeune prof, j'ai fait toute la topographie du lieu sur une équerre en évitant
même après sa mort, le lieu où mon père fait ses habitudes. Là, c'est le lieu sacré dans lequel je ne m'installais pas. Chacun met son caractère sacral là où il peut, et pour le reste, je ne vais pas me servir de vous pour une psychanalyse que je ferai un autre jour, si vous le permettez. Un lieu masculin, un lieu de violence, certes. Le café est un lieu de violence, bien sûr. Et je dirais que c'est un peu normal, puisque nous avons une bonne part de l'histoire des bistrots, de l'histoire des cafés, de l'histoire des cabarets, qui nous est racontée par les archives de la police. Or, la police, évidemment, intervient quand ça se passe mal. Donc, le café est un lieu violent, ne nous le cachons pas, comme la rue, en particulier les cabarets populaires. Mais, deux choses. D'abord, pour tant de violence dans le café ou devant le café, c'est-à-dire quand on sort un peu en état un peu éméché, généralement il y a deux malandrins qui vous attendent et qui profitent de votre état d'ébriété. Bon. Mais lorsque on a ces archives qui racontent des bagarres dans les cafés, dans les cabarets, combien de bagarres ont été évitées justement parce que les gens ont vidé une querelle par l'engueulade dans les cafés. Car le café est un lieu d'engueulade. Et justement, l'engueulade, parfois mène au déchaînement de la violence physique, mais beaucoup, beaucoup plus souvent, l'engueulade permet de vider la querelle, de vider l'abcès et de terminer en buvant un coup, en trinquant et en épuisant donc l'antagonisme. Donc vous voyez que le café, le cabaret, est un lieu de violence, mais c'est aussi un lieu qui a évité la violence. Un lieu viril, bien sûr, un lieu masculin, vous voyez, durant longtemps. J'ai toujours un petit peu cet extrait du film de Georges Lautner, qui a été donc, dont le scénario est de Michel Audiard, et nous retrouvons donc les gens dont on parlait tout à l'heure, Henri Calais. Mais j'ai toujours ce souvenir. Dans Mordin pourri, vous avez Ornella Muti qui est poursuivie par deux tueurs. Alors elle appelle un taxi, taxi au secours. Le taxi s'enfuit en trombe en disant c'est pas ma destination. Et alors dans le plan d'après, on a Alain Delon qui est toujours dans voiture. Et Alain Delon, en 76, a le téléphone dans sa voiture. Alors on l'appelle, tac. Et c'est Ornella Muti qui l'appelle au secours parce qu'elle n'a pas été tuée par les deux tueurs. Elle s'est réfugiée dans le puits de lumière qu'elle a vu au bout de la rue et qui est de façon absolument géniale, qu'elle trouve là, qui est fort opportunément ouvert, qui est sa providence, et dans lequel elle se réfugie pour échapper justement aux tueurs qui la poursuivent. Elle l'appelle, venez me chercher, et quand Delon arrive, comme c'est un café très tardif et qu'il y a des militaires, sans doute des appelés qui fêtent la quille, ils sont très entreprenants et elle est obligée de s'arracher presque des mains des militaires qui l'applaudent de tous les côtés, ce qui montre bien finalement que le café est un lieu ambivalent dans lequel la femme peut trouver nuitamment un refuge, mais où en même temps elle n'est pas en sécurité. Vous voyez tout ce paradoxe. Et ça m'interroge aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui les cafés ferment et menacent même de fermer jusqu'au dernier, au moment où les cafés n'ont jamais été aussi humains. Vu les prix pratiqués, on y boit beaucoup moins d'alcool, même si l'alcoolisme a été un problème fondamental, je n'en disconviens pas. Et quand on fait une histoire populaire des bistrots, évidemment, il ne faut pas encenser le lieu bistrot comme une espèce d'Éden, de paradis perdu, parce que, évidemment, la misère du 19e siècle est une misère noire, et que le bistrot est le récipiendaire de cette souffrance rurale et urbaine, de cette misère invraisemblable, qui trouve, évidemment, une part de son expression dans un alcoolisme absolument désastreux, qui est une catastrophe sanitaire et qui continue à l'être jusqu'à il y a peu, étant entendu que l'alcoolisme est toujours une catastrophe, ne nous le cachons pas, mais qu'aujourd'hui, un nouveau type d'alcoolisme a remplacé l'ancien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même si l'alcoolisme a tendance à repartir à la hausse, c'est un alcoolisme qui s'appuie sur l'achat individuel de produits spiritueux dans les grandes surfaces, consommés dans la sphère privée et non plus dans la sphère publique.
Donc le discours hygiéniste et moralisateur contre les cafés lieux d'alcoolisation est un discours hérité du XIXe siècle qui aujourd'hui se vide peu à peu de son sens. Bon, mais le bistrot est aussi un lieu où l'on fumait beaucoup, on n'y fume plus. Le bistrot est un lieu où l'on se battait davantage, on va dire qu'on s'y bat nettement moins. Et vous vous rendez compte que fondamentalement, à une époque où la solitude devient un mal des sociétés industrialisées au point que le Japon et le Royaume-Uni ont un ministère de la solitude, mais oui, pour lutter justement contre le drame des gens seuls, et où le nombre de cas psychiatriques commence à monter de façon tout à fait invraisemblable, et où la solitude et la mise en réseau via des écrans devient tout à fait problématique, eh bien, vous comprenez à quel point le bistrot, le café, nous arrive en fait de la nuit des temps et reste un lieu absolument essentiel de notre vie en société, et c'est justement à ce moment-là que le bistrot est en train de disparaître, ce qui pose un réel problème contemporain. Et je passe pour retrouver l'alcoolisme, avec cet extraordinaire dessin de Steinlen qui vous montre bien qu'il n'y a aucun émerveillement à avoir sur le cabaret du XIXe siècle. Nous avons lu Germinal, nous avons lu Zola, même si, attention, Zola a été assez mal reçu de classe ouvrière, pas Germinal, pardon, l'Assommoir. Nous avons lu l'Assommoir, nous avons lu Zola. L'Assommoir a été assez mal reçu, parce que Zola parlait de l'absinthe et les ouvriers, eux, buvaient surtout du vin. Alors, qui boit de l'absinthe? Au départ, il ne faut pas d'abord confondre l'absinthe. L'absinthe, au départ, est un produit cher. C'est un produit d'une certaine aristocratie. Puis petit à petit, l'absinthe va totalement se démocratiser. On va fabriquer de l'alcool, du torboyau industriel, et l'absinthe va coûter très peu cher. Et ceux qui boivent de l'absinthe, ceux qui sont addicts à l'absinthe, ce sont en fait les gens de ce qu'on appelle, en langage géographique ou économiste, le secteur informel. C'est-à-dire que ce sont les gens qui ne travaillent pas. Ce sont les chômeurs, ce sont les gens qui ont du mal à trouver un emploi, ce sont les épaves, en majorité. Et donc, l'ouvrier, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'ouvriers qui boivent de l'absinthe, mais l'ouvrier, celui qui travaille, que ce soit à la campagne ou surtout en ville, il boit d'abord du vin. Alors il en boit beaucoup, ce qui n'empêche pas l'ouvrier d'être effectivement, il y a une part d'alcoolisme. Mais ce que décrit Zola, c'est véritablement une sorte d'alcoolisme qui touche une frange du prolétariat qui n'est pas forcément celui de la classe ouvrière des métiers ou des usines. Bien. Donc, je continue. Un lieu anticlérical. Et je pourrais vous faire une conférence entière sur l'attaque des cabarets par l'Église et la défense des cabarets, au point que les cabarets ont quasiment épousé naturellement la cause de la République et que la lutte du sabre face au goupillon, la lutte de l'étendard républicain et laïque face au clergé et à la cléricature a été en fait une des animations de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle. Dois-je vous renvoyer à Gabriel Chevalier et à Clochemerle et à tous les romans des années 20 et 30, Jules Romain par exemple, Marcel Aimé, où c'est le rythme véritable de la vie locale que la lutte entre l'Église et le cabaret. Et là-dessus, j'enchaîne avec un lieu médiatique. Les cabarets, au XIXe siècle, au XXe siècle, ont épousé la montée des médias. C'était le lieu où on lisait le journal, c'était le lieu où l'on trouvait le journal disponible, c'était le lieu où l'on s'asseyait après avoir loué le journal au kiosque, car les kiosques louaient les journaux, et oui. Puis après, c'est le lieu de la radio. On a oublié les étapes du Tour de France sonores, et puis on a complètement oublié aussi que l'arrivée de la télé a occasionné une vision collective de la télévision. C'était quelques privilégiés avaient la télévision et un certain nombre de débits de boissons avaient la télévision pour
justement une écoute, un regard collectif, une audience collective de la télévision. Et donc, vous voyez fondamentalement, alors je passe sur les cybercafés qui ont été une parenthèse, mais le café a toujours été un lieu médiatique. Et là encore, je me demande s'il est tout à fait, si c'est un hasard de voir les cafés fermés alors que la presse et les journaux tels qu'on les a connus et l'information telle qu'on l'a connue disparaît. Voyez. Donc, un lieu politique, vous l'avez compris. Hein, oui, non, oui, non, oui. Si je pouvais, moi, je voterais merde. Ben, ça serait plutôt un merde de gauche ou un merde de droite. Ou un merde de droite. Vous voyez le dessin de Steinlen et puis ce petit dessin que je vous ai sorti. Donc, oui, le cabaret, le bistrot est un lieu politique. Je terminerai sur un petit sondage que j'ai fait au premier tour de la dernière élection présidentielle. Je suis allé dans le petit café à Orléans que je fréquente le dimanche matin, qui est dans les Halles, et avec la permission du patron, j'ai fait un sondage qui a porté sur une quarantaine de personnes. Je leur ai simplement demandé, parmi ces gens qui étaient au café, qui arrivaient pour boire quelque chose, s'ils allaient voter ou s'ils venaient de voter. Et j'ai honte de vous donner le résultat, parce que ça fait vraiment faux, hein. Mais sur la quarantaine de personnes que j'ai questionnées, 100% des gens venaient de voter ou y allaient. Donc, on peut véritablement dire que le café est un lieu politique. Il est aussi un lieu en voie de disparition. Il y avait 508 000 cafés en 1938 en France. Il y en a environ 34 000 aujourd'hui. Même s'il y a un renouveau plus ou moins frémissant des bars tabac, même s'il y a un engouement depuis quelques années autour des bars à vin qui correspondent à une alternative dans la consommation du vin, mais on pourra faire une autre fois une conférence uniquement sur ce sujet. Mais malgré ça, il y a une chute tout à fait effroyable du nombre de cafés pour le meilleur, la baisse de l'alcoolisme, la baisse passé de l'alcoolisme. Encore une fois, aujourd'hui, il y a stabilisation et plutôt stabilisation à la hausse. Donc ça correspond aussi à une amélioration du boire, bien sûr, mais aussi pour le pire, c'est-à-dire que au bout d'un certain moment, on peut se demander quels sont les lieux publics qui sont ouverts au public pour qu'il y ait une vie, une sociabilité collective, une vie sociale. Et on a tout à fait vu pendant le Covid, et en particulier au deuxième confinement, quand les gens avaient le droit de faire les courses de Noël, mais pas d'aller au café. De toute façon, ça, c'est les statisticiens et les médecins qui ont fabriqué ça de façon tout à fait étonnante. Moi, j'ai vu un certain nombre de vieilles personnes dans les grands magasins, qui, sortant des grands magasins avec les paquets, étaient pris en désarroi total parce qu'on s'est aperçu que la capitale et les grandes villes n'étaient pas du tout équipées en sanisette de façon satisfaisante et que la plupart des gens allaient au café. De la même façon, le café, le cabaret, le bistrot est un symbole de notre vie et de notre art de vivre à la française. Et ce n'est pas un hasard si, lors des attaques du Bataclan, des terrasses de bistrot ont été attaquées. Et je ne reviens pas là-dessus. En tout état de cause, oui, nous avons dans ce lieu quelque chose de patrimonial. Et c'est justement pour ça qu'il y a un combat en ce moment pour qu'il y ait un dépôt du bistrot, du café à la française au patrimoine immatériel de l'humanité. Mais derrière ça, il y a un capital commun que nous sommes en train de solder et c'est gravissime parce que c'est encore rattrapable. Mais si, pendant 2 générations, il n'y a plus de bistrot, ça veut dire que dans 2 générations, l'habitude d'aller au bistrot aura disparu et vous pourrez ouvrir tous les bistrots que vous voulez. Si les jeunes n'ont plus l'habitude d'y aller, ça ne marchera pas. Ce qui pose en fait la seule question que ce livre est là pour vous poser, c'est est-ce que les générations futures continueront-elles d'aller au bistrot ? Et c'est un petit peu dans cette problématique du vivre ensemble, du vivre avec, du vivre contre, du vivre l'un sur l'autre, de vivre, de trinquer, etc. Et c'est sur cette problématique, effectivement, de l'histoire collective, donc d'une histoire populaire, que j'ai fait ce livre et que je livre
à votre lecture pour que, effectivement, vous y trouviez, j'espère, outre quelques souvenirs personnels, parce qu'on a tous des souvenirs de bistrot, pour que vous y trouviez une autre façon de faire l'histoire de France et une autre façon de faire notre histoire de France à tous et à toutes. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. N'oubliez pas de trinquer au troquet, donc. Une question tout de suite, monsieur. Merci. Merci. Excusez-moi, c'est pas une question, c'est une petite information. Précision. Une insulte. Non, une petite information concernant la reconnaissance des bistrots et cafés de France au patrimoine immatériel de l'UNESCO. On a eu la reconnaissance par Madame Dati sur la France avec le ministère de la Culture, et le dossier a été déposé à l'UNESCO. Voilà. Et donc on a une pensée pour Alain Fontaine. Voilà, exactement. Et en plus, je veux vous dire, c'est qu'il y a en ce moment en France, partout, il y a une reconnaissance des bistrots qui sont reconnus par les maires des communes, parce que le gros souci, c'est les licences 4 concernant les bistrots, qui sont inabordables dans les petites communes. Donc maintenant, les maires vont prendre à leur charge l'achat des licences 4 et les mettre en location dans plusieurs bistrots qui sont réouverts, où maintenant les bistrots font aussi bien de la poste pour donner la vie sociale à un village, quoi. C'est intéressant d'ailleurs, parce que c'est par la ruralité que ça passe, oui. Parce que là aussi vous avez une vision médiatique, un prisme médiatique qui est toujours favorable sur cette France périphérique qui éprouve tant de difficultés en ce moment. Mais j'ai cru comprendre qu'on avait un problème des banlieues depuis maintenant une 30 ou 40aine d'années. Pourquoi a-t-on laissé, dans les années 80, les bistrots de banlieue fermer les premiers? J'ai cru comprendre qu'il y avait un problème d'intégration dans ce pays. Paraît-il, quand on écoute par exemple certains médias d'un certain milliardaire, il y aurait un problème d'intégration. Moi, j'aimerais savoir pourquoi on a laissé fermer dans les années 80, parce qu'il fallait fermer le plus de bistrots possible. Donc, évidemment, les plus fragiles sont morts les premiers. Et pourquoi donc les bistrots de l'émigration ont-ils autant fermé dans les années 80-90 ? Parce qu'on oublie souvent que le bistrot a été un lieu d'intégration invraisemblable de l'exode rural d'abord et de l'émigration ensuite. Quand vous lisez Cavana sur le bistrot italien, quand vous lisez le Mehdi Charef par exemple sur le bistrot kabyle, vous trouvez des lieux qui sont des lieux qui intègrent justement l'autre et qui permettent aux derniers arrivés de se retrouver en communauté et petit à petit de s'intégrer justement dans la population, parce qu'il y a des bistrots communautaires et il y a aussi petit à petit, vous prenez l'habitude, vous en fréquentez plusieurs, et il y a justement un phénomène qui joue où véritablement le bistrot, excusez-moi la métaphore physiologique, est le rein de l'intégration. Ça permet justement une intégration lente. Vous savez, quand il n'y a plus de bistrot de l'émigration, les jeunes, ils ont trouvé d'autres lieux où se regrouper. Et dans ces lieux-là, justement, on demande de ne pas boire d'alcool. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. Mais simplement, dans les années 80, il fallait fermer les bistrots. Les bistrots, c'était dangereux, c'était des lieux politiques, des lieux subversifs, c'était terrible. Et donc voilà. Et on a fermé les bistrots. Bravo, bien joué, c'était intelligent. Petite question sur le modèle du bistrot. Dans le centre de Paris, on voit émerger le coffee shop, qui est pour moi, à mon sens, une aberration la plus absolue, puisque vous payez un café 7 € et qu'il n'y a même pas de service. Vous allez au bar, vous prenez un café, vous allez vous le porter, ça coûte 7 €, alors que dans le bistrot, le café, vous avez un service et ça coûte 3 €. Donc des jeunes, parce que c'est rempli de jeunes, sont prêts à payer 2 fois plus cher un café. Mais la seule différence, c'est qu'il y a de la petite restauration, qu'il y a autre chose
que souvent les cafés ne font pas, puisqu'ils font soit un service à table, soit ils font que de la boisson. Donc du coup, comme il y a quelques années, les différences de modèles entre les taxis et les chauffeurs, est-ce qu'il n'y a pas aussi à réinventer une formule de bistrot où on déploie du service notamment de la restauration rapide, sucrée, ce qui n'est pas le cas en ce moment dans le café. Souvent, soit on est à table, soit c'est un déjeuner, soit c'est un dîner. On a tous l'expérience, quand on arrive dans un café vers 18h, on ne peut pas se mettre à la terrasse parce qu'on installe à manger et on ne peut plus prendre le service, on ne peut plus boire. Donc est-ce qu'il n'y a pas une adaptation, en gros ma question, est-ce qu'il n'y a pas une adaptation nécessaire du bistrot à quelque chose d'un peu plus malléable? Alors votre question, en fait, elle en pose deux. Parce que d'abord, elle pose la question des tendances contemporaines. La tendance contemporaine, c'est d'avoir des lieux anglo-saxons qui vendent, qui distribuent, qui proposent aux consommateurs des produits standardisés, absolument abjects, qui sont imposés par la mode et par des habitus dictés par le matraquage économique, le matraquage consumériste et la publicité. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a plus, par exemple, de buffet de gare. Parce qu'attention, moi, dans le livre, j'ai pris toutes les formes de débit de boissons. J'ai pris les cafés de mineurs, j'ai pris les buffets de gare, j'ai pris les cafés de port, j'ai pris les bars portuaires, etc. Il y a tout. Et donc, on s'aperçoit d'une diversité absolument extraordinaire. Il y avait des cafés épiceries, il y avait des cafés menuiseries, il y avait des etc. Aujourd'hui, vous avez des chaînes qui vous servent de la merde standardisée et globalisée. Bien. Avec, je dirais, l'assentiment des pouvoirs publics. On donne des licences 4, on donne parfois la TVA beaucoup moins chère à ce type d'établissement. La SNCF afferme ces nouvelles gares à une marque que je ne nommerai pas. Donc, en fait, on accompagne, on devance, on fait un pont d'or à ces marchands de produits standardisés dont tout le monde s'accorde à dire que ce sont des agents, des propagateurs de malbouffe et de malboire. Bien. Ça, c'est une chose. Vous avez aussi la tendance, les bars A. Vous savez, les bars à chat, les bars les bars à tout. Bon. C'est une autre tendance. Vous avez aussi... Bon, bref, je ne vais pas m'étaler. Ça, c'est une première réponse. Bon. Donc, vous avez une tendance du moment. L'autre question que vous posez, c'est la question de la nourriture. Alors, la nourriture, il faut faire attention parce que, là encore, il faut revenir à ce qu'était un café populaire. Vous voyez, du coup, je suis finalement obligé d'y venir à la nourriture. Je ne comptais pas, je lui avais dit non tout à l'heure, je vais y venir quand même. En fait, le café, au départ, c'était un lieu où l'on apportait à manger. C'était un lieu où on consommait ce que le café offrait, c'est-à-dire le bistrot offrait, le plat du jour. Mais quand on n'avait pas les moyens de se payer le plat du jour, qui était pourtant très peu cher, mais vous aviez des gens très peu riches, eh bien, on apportait à manger. Je vais vous donner je vais raconter une histoire. Mon père, à une certaine époque, faisait ses études de droit. Et le matin, il se levait très tôt, et il était réveillé par le boulanger, qui commençait donc à rentrer dans son fournil, qui allait taper à sa porte, il lui offrait un croissant qu'il venait de faire, et mon père partait. Mon père partait débarder aux Halles, parce qu'à l'époque, il y avait les Halles au milieu de Paris. Donc il était étudiant, il allait débarder 2 heures aux Halles. Et puis, il gagnait en nature un produit, poisson ou viande, qu'il déposait dans un café. Il partait dans le 18e, rue là-bas, je crois, non, près de la rue là-bas, je sais plus. Il partait dans une école être un site, il faisait sa journée, il redescendait de Montmartre, il retournait aux Halles, il lisait le journal en mangeant ce qu'il avait gagné, que la patronne du bistrot lui avait cuisiné, et puis il partait en bibliothèque et travaillait jusqu'à minuit. Et comme, évidemment, il n'allait pas en cours, il n'avait pas les moyens d'aller en cours, mais il travaillait en bibliothèque jusqu'à minuit, il partait en bibliothèque vers 18h à peu près, et il faisait 6 heures de bibliothèque. Bon. Donc, en fait, mon père mangeait ce qu'il avait gagné et que le bistrot lui avait cuisiné.
Et donc, vous voyez qu'en fait, quand vous dites est-ce qu'il n'y a pas à se réadapter, moi je demande surtout, par rapport justement à une histoire qui est une histoire populaire, qu'avons-nous perdu ? Qu'avons-nous perdu en termes de goût, en termes de pratique, en termes de consommation, en termes de diététique, etc., etc. Parce que vous savez, quand vous gagnez une pièce de viande, des morceaux de viande ou un morceau de poisson, il n'y a pas de sauce, il n'y a pas de glucose, il n'y a pas de ketchup, il n'y a pas tout ça. Hein, la patronne, vous le préparez et puis vous le mangez avec quelques légumes que vous aviez gagnés aussi. Et puis c'est tout. Donc, vous voyez, c'est toujours pareil. Quand on dit s'adapter pour, je dirais, évoluer avec le temps, eh ben, l'historien que je suis dit qu'avons-nous perdu ? Et on a toujours intérêt à regarder en arrière. Voilà. Il est où le petit son de l'œuf à la coque sur le zinc, c'est ça ? Ben après, il y a plein de choses sur l'origine du croque-monsieur, de l'œuf dur, etc. etc. Et puis, il y a même une réponse dans ce livre qui est absolument essentielle à une question que vous n'êtes jamais posée. Et je ne vous donnerai pas la réponse, mais je vais vous poser la question, qui est une question qui est la seule question en fait que Spinoza ne s'est pas posée. Est-ce que le jambon beurre est de droite ou de gauche ? Quand une question des intervenants au public, c'est une occasion de vous dire que les ouvrages sont donc maintenant en dédicace, tout de suite, d'autorité. Je fais ça parce qu'on a été beaucoup plus long que d'habitude, mais voilà, je crois que ça valait. Merci de nous avoir invités. En tout cas. Ça valait le coup. Merci à vous. Merci beaucoup.